Donc, on est en direct. Salut Selma! Allô! Ça va? Ça me fait vraiment plaisir. Hugo, toujours un plaisir de te rencontrer et de te revoir. Fait que là, on est en direct parce que dans 2 jours, c'est l'événement Influencers Night, LinkedIn Influenceurs. Puis, je suis avec Selma, qui est une conférencière pour l'événement du 19 septembre. By the way, il faut que vous preniez votre place. Je vais mettre le lien sur les commentaires. Mais je veux que tu me parles un peu de ton expérience. Tu es une femme immigrante. Ça fait combien de temps que tu es venue? Tu es au Canada déjà? Alors, mine de rien, ça fait presque 5 ans. 5 ans? Ouais, Ok. 5 ans. Mais je vais dire que pratiquement 2 ans ou 3 ans, je ne vais pas forcément les compter parce que c'était le congé maternité et tout. Mais oui, ça fait 5 ans. 5 ans, puis tu es d'origine de l'Algérie? D'Algérie, exactement. Bien retenu. Tu allé en Il a bien voyage. fait ses devoirs. Tu allé en voyage, tu me l'avais dit, fait que je m'en rappelle. Oui, oui. Puis écoute, moi je veux parler un peu l'entrepreneuriat féminin parce que tu viens d'un pays déjà que l'entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est bien vu là-bas, mais surtout côté féminin, tu sais, dans un pays où c'est quand même. L'Algérie, c'est pas super comparé à d'autres pays de l'Arabie. Non, heureusement, Okay. heureusement. Non, l'Algérie, là, on est rendu vraiment à une étape, à une transition où ça fait quand même plus d'une dizaine d'années où la femme a commencé à fleurir. Il y a plein de choses qui se font. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont tenues par les femmes. Déjà même, j'ai contacté récemment une ambassadrice parce que j'aide à l'organisation du sommet mondial de la femme dans le domaine manufacturier. Okay. Il va y avoir vraiment des femmes de plusieurs pays. Et il va y avoir une ambassadrice de l'Algérie et elle est spécialiste dans le domaine d'ébénisterie. Alors pour dire, c'est quand même un domaine qui n'est pas commun pour les femmes et elle adore ça. Ce qui fait que là, les femmes de plus en plus ont la liberté d'aller vers des métiers qui étaient réservés seulement aux hommes et qui commencent à même ouvrir à leur propre compte dans différents domaines. Non, là pour l'instant, l'Algérie, c'est vraiment bon là, même pour les femmes. Là, tu mentionnes que tu parles des métiers, mais moi, je veux dire, en tant que femme qui dirige une entreprise. Oui, qui ouvrent à leur propre compte aussi. Ok. Je disais qu'ils s'en vont vers des nouveaux métiers et aussi qu'ils ont leurs propres entreprises. Ils sont les dirigeants de l'entreprise. C'est clair que la majorité du temps, il va y avoir l'époux qui va être là, il va y avoir le frère, ça va être peut-être une succession parce que les parents, le papa était déjà dans l'entrepreneuriat. Mais sinon, de plus en plus, on les voit qui sont en train de s'investir. De plus en plus, il y a des entreprises. En plus, il y a des programmes au niveau de l'Algérie comme l'ANSEJ qui accompagnent les jeunes, qui leur donnent du financement pour financer leurs projets. Il y a beaucoup de femmes qui ont ouvert leur propre entreprise et dans vraiment différentes disciplines. On n'est pas vraiment dans juste garderie ou école. Il y a vraiment, comme l'exemple que je donnais dans l'ébénisterie, il y a aussi des entreprises dans l'informatique, dans le marketing de réseau. Vraiment, là, il y a beaucoup d'intérêt à ça par rapport de la part des femmes algériennes. Mais toi, en Algérie, est-ce que tu étais entrepreneuse? Alors, oui. Oui, un bureau d'études qui est spécialisé dans tout ce qui est cartographie, c'est l'ACA. l'ACA qui veut dire en arabe à toi. Qui veut dire que c'était une entreprise qui se voulait être au service de la personne qui allait nous faire contact et on fait toujours les études d'impact sur l'environnement, tout ce qui est cartographie. Un agriculteur qui veut cartographier ses terres, il peut faire appel à nous. On fait aussi des études d'impact sur l'environnement pour quelqu'un qui veut faire un poulailler. Pour aussi, dernièrement, il y a eu beaucoup de l'élevage de poissons. Ça a proliféré il n'y a pas longtemps, ce qui fait qu'on a fait aussi des études d'impact par rapport à ça, des études d'impact pour la construction des routes, pour pas mal de choses. Mais oui, depuis 2011, en novembre 2011. Qui était entrepreneuse, qui était à ton affaire ici et en Algérie. Exactement. La grande différence quand tu es venu ici, la différence entre ton pays et le Canada par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quoi exactement que tu as trouvé? Alors, pour dire la vérité, c'est pour ça que je dis, là, ça fait 5 ans que je suis là, mais je ne me considère pas que vraiment ça fait 5 ans que je suis là, parce que ça fait 1 an seulement que je m'intéresse à l'entrepreneuriat. C'est que là, ça fait, dès que je suis arrivée, déjà la première année, on le sait, la première année de transition, c'est pas évident. Mon diplôme d'ingénieur n'a pas été reconnu. Il fallait que je refasse les 11 examens. C'est même pas 1 ou 2, c'était les 11. Ce qui veut dire que la madame, la conseillère, elle m'a même demandé de refaire un baccalauréat. Alors que moi, j'avais
5 ans à l'université et j'ai fait aussi 2 ans en France de master. En plus. Et là, j'avais pas le droit de rentrer à l'ordre des ingénieurs tant que j'avais pas fait leur test ou sinon refaire tout un autre baccalauréat, ce qui m'a vraiment déçue. Du coup, c'était une première année assez difficile pour moi parce que je me suis retrouvée à faire des métiers comme tout le monde, call center et des affaires comme ça. Et par la suite, je me suis inscrite en doctorat, développement régional. J'ai étudié pendant 1 an et demi et par la suite, je suis tombée enceinte. Avec une grossesse qui était difficile, j'étais alitée. Après l'accouchement, j'étais paralysée. Ce qui fait que, c'est pour ça que je dis vraiment, c'est comme ça a pris du temps. Et lorsque ma fille elle avait 8 mois, je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais vraiment mal au point. Et mon mari m'a dit, regarde Salma, là toi tu vas pas bien, t'es à la maison, tu vois pas beaucoup de monde parce que t'es un peu déprimée et tout. Ben, regarde, à cause de ton état de santé, ben, regarde pourquoi tu fais pas des activités en dehors de tes amis proches. Et là, j'ai commencé à faire du bénévolat. Et grâce au bénévolat, là, j'ai commencé à enseigner, on m'a proposé pour enseigner le lancement d'entreprise et vente des conseils. Et c'est grâce à ça, jamais merci à la personne qui m'a proposé ça. J'ai mis le pied dans le domaine entrepreneurial réellement, puisque j'accompagnais les entrepreneurs à rédiger leur plan d'affaires. Et là, plus je parlais avec eux, plus je faisais des recherches en ligne, parce que tu fais beaucoup de recherches quand tu fais ton plan d'affaires, l'étude de marché et tout. Du coup, mes connaissances s'élargissaient. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'au final, oh my god, normalement tout le monde devrait être entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 600, en réalité il y a 1200. Pour ne pas choquer, on dit plus de 600 organismes sur tout le Québec qui aident les entrepreneurs à se réaliser. Que ce soit dans le stade démarrage, croissance et même rachat, parce qu'il y a beaucoup de gens que pour eux, l'entrepreneuriat c'est quoi? C'est commencer une nouvelle idée. Non, tu peux acheter une entreprise. C'est vraiment pas cher. Parce que quand c'est un bon projet, tu peux faire appel à des prêts. Et ça te donne une entreprise, mais pour cela, il faut que tu sois solide derrière. Mais en fait, c'est bien que tu mentionnes parce qu'on sait qu'au Québec, il y a de plus en plus de baby boomers qui partent à la retraite. Leurs enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise, puis sont en train d'essayer de vendre leur entreprise. Puis, et c'est pour ça qu'il y a des organismes qui se sont spécialisés dans ça. Et il y a même des coachs en affaires qui se sont spécialisés dans ça. Pourquoi? Parce que comme tu dis, il y a beaucoup de retraités qui vont arrêter leur commerce ou leur entreprise et ils n'ont pas de successeur. Du coup, il y a des bases de données et il y a des organismes qui s'occupent de ça. Tu viens, tu les rencontres, tu leur dis ce que tu veux et ils vont te proposer tout ce qui correspond à tes besoins ou à tes rêves. Et là, c'est à toi de choisir quel est le domaine qui t'intéresse. Mais comme je disais, je reviens toujours au point que acheter une entreprise qui existe déjà, il faut être solide derrière. Quand je dis être solide, ce n'est pas une question d'argent. Quand je dis être solide derrière, c'est qu'il faut avoir des compétences. Alors que ce soit des compétences en gestion, des compétences dans le domaine, mais il faut quand même avoir un minimum de bagages derrière parce que si... Parce que tu prends une entreprise déjà existante. Parce que là, quand tu commences une entreprise nouvelle, tu grandis avec. Parce que tu apprends avec. Là, tu plonges alors que même tu n'as même pas appris à nager, tu ne sais pas comment que ça se passe, tu connais pas. Tu risques de t'en sortir, oui, mais tu as plus de chances si tu ne sais pas nager de te noyer que de t'en sortir. On dit que c'est plus facile de commencer quelque chose que de reprendre quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Alors déjà, sincèrement, là, ces derniers temps, je suis plus très philosophique, désolée, mais il n'y a rien de facile. Déjà, il n'y a rien de facile sur cette terre. C'est qu'il y a vraiment tout ce que tu vas entreprendre dans cette vie, peu importe le domaine, peu importe la discipline, peu importe la tâche, petite qu'elle soit, rien n'est facile. Tout est difficile, mais quand on dit difficile, ça ne veut pas dire que directement on va lâcher. Non, parce que ce soit une nouvelle ou une entreprise qui existe, il te faut passer par une période d'adaptation. Et cette période d'adaptation-là, il faut aussi avoir un bagage derrière. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui commence, je dirais oui, ce n'est pas quelqu'un forcément qui connaît plein il n'a pas plein de bases par rapport à cette entreprise-là qui veut se lancer. Il va apprendre avec, mais si tu n'as pas le savoir-être entrepreneurial, ça c'est très difficile. Parce qu'il y a aussi des idées reçues par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais, je vais bosser à mon propre compte, je peux me rêver quand je veux, je peux aller en vacances quand je veux. C'est du délire. C'est que tu n'as rien compris à ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce que c'est au contraire, c'est la période où tu vas travailler le plus de toute ta vie. Juste pour revenir au savoir entrepreneurial, juste savoir s'il y a des gens, pour ceux qui écoutent Allô Dave,
pour ceux qui vont entrer dans le live avec Selma, conférencière du 19 septembre, et puis on parle d'entrepreneuriat, aussi on parle un peu de sa carrière, et aussi tu es coach d'affaires, c'est ça? Oui, Coach exactement. d'affaires. Là, en ce moment, je vais revenir sur le savoir entrepreneurial. C'est quoi en fait, savoir entrepreneurial? C'est des compétences, c'est du savoir-faire? Tu vas rigoler. Je vais peut-être paraître un peu vieux jeu, mais la discipline. La discipline, ok. Si tu ne supportes pas et que tu n'es pas quelqu'un de discipliné, je ne vais pas te dire de laisser tomber, mais fais gaffe. Pourquoi? Parce que lorsque tu travailles à ton propre compte, parce que tu sais, la majorité qui veulent, je dis la majorité, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité, ceux qui ne veulent plus travailler chez quelqu'un, c'est qu'ils ont un problème avec l'autorité. Ouais. Et quand on dit un problème avec l'autorité, généralement, c'est des personnes qui vont venir en retard. Ouais. C'est des personnes qui veulent prendre des pauses de lunch de 1h30 à la place d'une demi-heure. Tu vois un peu le profil. Ouais. Ce qui fait que là, si tu travailles à ton propre compte, il faut que tu règles, que tu sois réglé comme du papier à musique. Il faut que tu aies ta journée planifiée de A à Z. Il faut qu'elle soit planifiée à la demi-heure près. Alors si tu avais déjà du mal au début de suivre l'autorité ou la discipline d'une entreprise, comment veux-tu respecter ta discipline à toi que tu vas t'inculquer? C'est un peu comme une personne qui veut maigrir, qui veut aller au gym, elle s'inscrit, mais elle ne va jamais au gym. Ça, c'est pareil. Avant de commencer l'entrepreneuriat, c'est un peu comme, tu sais, j'ai vu la dernière fois une vidéo de développement personnel et de motivation sur Internet. Okay. Tu sais, l'histoire, là, comme, je ne me rappelle plus c'était quel acteur américain qui disait ça. Avant de déjà vouloir changer le monde, commence par ranger ta chambre. Ouais, non, c'est la vidéo. Non, oui, j'ai entendu parler de ça. C'est fait ton lit, ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Avant de vouloir changer le monde, commence par ranger ta chambre. Là aussi, par rapport à l'entrepreneuriat, si tu veux attaquer un gros projet là, qui va non seulement impliquer ton temps, il va impliquer aussi ta famille parce qu'ils vont devoir te supporter. Faut dire la vérité aussi. Bon. Ils vont devoir te supporter. Tu as de l'argent qui est derrière, tu as le temps qui est derrière, tu as les personnes qui vont te suivre derrière, les fournisseurs, tes futurs clients. Il faut que tu sois. C'est beaucoup de responsabilité. Il faut que tu sois discipliné. Commence par la discipline. Quand tu sais que tu es discipliné, là par la suite, tu peux vraiment planifier et avancer. Là, tu vas réussir. Et regarde de toute façon, les gens qui ont réussi, c'est les gens qui bossent le plus. C'est les plus disciplinés. C'est les plus disciplinés et ceux qui bossent le plus. Ok, ceux qui bossent le plus. En passant, pour ceux qui sont là, laissez-nous savoir si tout est bon par rapport à côté son, si vous entendez. Je pense que oui. Fait, c'est les gens les plus disciplinés, ceux qui travaillent le plus fort qui réussissent. Exactement. La facilité n'est pas tout le monde. Ok. Même de toute façon, si tu nais riche et que tu as des enfants fortunés, c'est pas facile non plus. Non, il y a tout le temps des avantages à tout. Il y a de tout, parce qu'il te faut au contraire, si tu as des parents qui ont réussi, tu as ce poids de devoir réussir. Oui, il y a une pression de plus, puis à ce qu'il paraît, ces enfants-là sont souvent comparés avec leurs parents. Exactement, du coup, tu imagines la pression de la part des parents et la pression aussi de la société et de l'entourage. Ouais. Ce qui fait que là, quand on parle de facilité, genre, laisse tomber. Si tu commences à chercher le chemin le plus facile, ne parle pas avec moi, tu cours là, genre. Je vais te casser là, genre, je vais être là comme. Tu vas casser le montage. À la base, En parlant de facilité, Selma, je vois que tu as une facilité à parler, à dire des mots. Et est-ce que c'est ça que tu as amené à être conférencière? Alors, ça, sincèrement, pour dire la vérité, c'est inné. C'est inné, ouais. Et depuis que je suis ici au Canada, on n'arrête pas de me dire que tu devrais être coach en, apprendre à parler en public. Ouais. Mais c'est clair qu'il y a des techniques derrière. Okay. Peut-être que je te dirais, au fur et à mesure, quand tu as du contenu et que tu as de l'historique et que tu as de quoi parler, c'est beaucoup plus simple. Qu'une personne qui a vécu peut-être, qui va travailler juste dans son bureau, qui n'a pas quelque chose à apporter. Ouais. Mais pour moi, c'est inné. Ça n'a rien à voir, je sais pas. Ça s'est fait naturellement. Je pourrais même pas répondre. Tantôt, il n'y a rien de facile, t'es comme t'es inné.
Ouais, mais tu vois, c'est autant que c'est facile, autant que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée dans certaines situations, étant donné que je suis très directe, de dire des choses, même si elles étaient justes, il fallait pas, c'est pas le bon moment de les dire. Du coup, ce qui est difficile pour moi, c'est vraiment de me contrôler pour choisir mes mots. Et ça, je l'ai appris avec le temps. C'est pour ça que je dis, là, il y a des choses aussi, même quand tu as quelque chose que tu maîtrises, il faut continuer à le maîtriser, il faut continuer à étudier, il faut essayer de savoir comment le perfectionner. Parce que là, vraiment, de contrôler ce que je dois dire, c'est énorme pour moi. C'est vraiment énorme pour moi. Ça m'a demandé des années, des années. Je te dirais jusqu'au jour d'aujourd'hui, parfois quand je vais à des réunions ou je vais à des rencontres vraiment officielles, je ne parle pas entre des gens juste que je connais, là, quand je vais à des rencontres officielles, dans la voiture déjà je commence à me dire Selma, ralentis, ton enthousiasme ralentit, essaye de parler plus doucement, sinon, parce que malheureusement là, une personne qui est dynamique, on va pas forcément la prendre au sérieux. Du coup, genre c'est ralenti, choisis tes mots. Je prépare parfois même, je lis sur les personnes qui vont être là pour savoir, tu sais, comment. C'est un peu de l'intelligence émotionnelle, là. C'est comme, tu vas essayer de leur parler en fonction de leur centre d'intérêt, essayer de voilà, choisir vraiment les mots et les phrases clés qui vont être pertinents. Mais ils disent qu'il quand même apporter de l'énergie, c'est bien, mais vu que toi tu penses qu'il t'en apporte trop. Un peu trop. Un peu trop parce que, surtout en plus, quand je suis surexcitée, on a du mal à me retenir. Vraiment, je demande, même à mon mari, heureusement, c'est un énorme soutien pour moi. Je lui dis, tu sais, quand tu me vois en train de. Reviens et dis-moi. Dis-moi, Selma, t'en fais un peu trop. Mais ça, c'est, comme je disais, je suis comme un enfant. J'ai vraiment beaucoup d'énergie. À un moment donné, tu sais, un enfant, il joue, c'est tout à fait normal, mais à un moment donné, il commence à crier ou commence à, tu sais, à trop s'exciter. Je lui dis, calme-toi, c'est bon. Mais ça t'a permis peut-être de partir, d'être entrepreneur jusqu'aux affaires. Mais aussi, je sais que tu es parti, t'es conférencière, mais aussi tu fais des événements, tu es LinkedIn Local Montréal Women. Parle-moi un peu de ça, c'est comment ça a débuté ça? Ça, c'était un petit coup de tête. En fait, j'ai participé au LinkedIn Local Montréal. Parce que juste pour que ça, je vais le dire de toute façon le jour de l'événement, le LinkedIn Local, c'est un mouvement qui existe. Tu sais combien de pays? Combien? Plus de 100 pays. Ah, ok, c'est pas Montréal. C'est pas juste Montréal, c'est un mouvement qui a été lancé en 2017. Et imaginez, depuis 2017, là, on est rendu à plus de 100 pays. Et quand on parle pays, on parle aussi plusieurs villes. Alors, vous imaginez le nombre de villes qui vont avec. Comme ici au Canada, il y en a à Ottawa, il y en a à Toronto, il y en a à Québec. Et il y a aussi à Montréal. Et c'était l'équipe de Diane Healer, Amokran, ainsi que Mathieu. Ils sont plusieurs pour le LinkedIn Local Montréal. Quand je suis allée à leurs événements, j'ai adoré. Et du coup, j'ai proposé de les aider et du coup, ils étaient nombreux déjà. Du coup, genre, j'ai proposé, mais ils avaient toujours quelqu'un qui faisait l'affaire. Et au final, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas lancer mon propre LinkedIn Local? Et là, j'ai contacté la personne qui l'a lancé en 2017, Anna Café. Ça vient d'Australie. Ouais. Et je vais le raconter le jour de l'événement. Pour laisser un peu de suspense pour venir. L'événement du 19 septembre. Le 19 septembre, c'est ça, au cowork. Parce qu'on est au cowork là, en passant. Ce qui fait que là, quand je me suis dit, je suis allée à leur événement l'année dernière. Et là, au mois de décembre, j'ai contacté l'organisatrice en Australie. On a fait un call sur Internet. Et là, elle m'a expliqué comment ça se passait. Et c'est né officiellement, mais il fallait commencer les événements. Et moi, au début, ce que je voulais, parce que je voulais que ce soit pour les femmes, mais ce n'était pas juste pour les femmes, parce qu'on l'appelle LinkedIn Local Montreal Women, mais c'est ouvert aux hommes, c'est juste que je voulais mettre en avant les femmes qui ont réussi pour donner l'exemple à d'autres femmes. Et quand je dis réussi dans l'entrepreneuriat, mais aussi comme chef d'entreprise. Ça, au moins pour inspirer les gens. Et c'est ouvert aux hommes, puisque j'ai ramené des experts, des hommes qui sont venus sur scène comme conférenciers. Et quand en décembre j'ai eu l'accord, là je ne savais pas quand est-ce que j'allais faire mon premier événement, étant donné que l'un de mes objectifs aussi c'est de faire découvrir les espaces coworking, parce que juste pour que vous le sachiez, plus de 60 espaces coworking bien sûr de Montréal. À Montréal? Oui. Et mon objectif c'était de les faire découvrir. C'est pour ça que moi mes événements ils ne sont pas localisés à un seul endroit. C'est que j'essaye de changer à chaque fois d'endroit. Et là comme
C'était drôle, mais genre, comment je vais le faire. Et là, sincèrement, j'avais ni ça, ni personne. J'avais jamais organisé toute seule un événement parce que j'ai aidé plein d'organismes à en organiser, mais d'organiser un événement du début jusqu'à la fin, je l'avais jamais fait. OK. Là, je me fais une date, le 16 avril, le 24 avril. J'ai postulé, j'ai dit à tout le monde que ça allait être cette date-là, j'avais mis ça, Wow. Et c'est ça ce qu'on appelle mettre le couteau à la gorge, parce que je sais que si je l'avais laissé juste comme une option avec toutes les tâches que j'ai en parallèle, ça n'aurait jamais été une priorité. Du coup, j'aurais juste laissé le temps passer, et ça aurait pu rester une année sans jamais le faire. Mais est-ce que tu as pensé, tu sais, à un moment donné, l'annuler ou t'es comme non, c'est fait, j'ai annoncé ça? Ou... Non, si je te le dis, je retourne jamais. Okay, ouais, pour moi, si je te le dis, c'est que c'est comme si c'est fait. Okay. Peu importe les obstacles, parce que avant de me prononcer de ça, heureusement, ça j'ai un peu de raison derrière, c'est le fait que je m'embarque jamais dans des projets que je sais que ça va pas fonctionner, ou il y a une chance que ça ne fonctionne pas. Du coup, le fait de le dire, je savais que ça allait être réalisable, mais il fallait que je me bouge les fesses. T'as eu combien de personnes? Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'avais parlé avec une madame qui avait, elle, parce que vu que je n'avais jamais organisé cet événement-là, j'avais parlé avec des gens qui l'avaient déjà organisé, spécialement pour les femmes. Et là, j'avais parlé avec une organisatrice américaine, et avec mon anglais qui n'est pas du tout terrible, j'ai parlé avec elle et c'était horrible. Elle m'a raconté sa bad expérience, genre la plus bad expérience, ton cauchemar quand tu fais un événement. C'est quoi? Elle a eu 4 personnes. Oh my god, non. Elle a eu 4 personnes. Mais sérieusement, moi, quand elle m'a raconté ça, là, si vous étiez avec moi, vous auriez vu la chair de poule. Sur place, j'ai capoté parce que je me suis dit, oh my god, dans quoi je me suis embarquée. Après, je me suis dit, non, elle, c'est elle. Son expérience, c'est son expérience. Elle n'est pas moi. Elle n'est pas sur l'île de Montréal avec tous les événements qu'il y a et tout. J'ai dit, ok, retrousse tes manches. Finalement. Et là, heureusement, pour mon événement, j'ai eu alors une trentaine de billets qui ont été vendus et les invités qui sont venus pour me soutenir et pour soutenir aussi les participants qui sont venus. Au total, on était à peu près entre 40 et 50 personnes. Oui. Ce qui était vraiment genre comme Wouah! Parce que c'est mal. Là, madame, la pire chose qui peut arriver dans un événement, c'est qu'il y ait 4 personnes. Parce que cet événement, c'est baptiste avec les gens. S'il y a des gens, les gens vont être contents. Mais s'il y a comme personne, c'est ça. Alors, lui, si ça lui arrive, c'est clair que là, on le trouvera à l'hôpital, tension 5.2. Non, à date, ça va bien. À date, comme toi, j'ai fait la même procédure. Le premier événement que j'ai fait, mon collègue et moi, on a lancé une date, on a organisé un mois. OK. Puis on a eu beaucoup de gens, puis à date, les événements d'Influencers Night, il y a des gens. Mais tu sais, parce qu'on travaille pour le monde, c'est toi, moi, on sait, les gens pensent que des événements, c'est facile à faire. Oui, c'est facile à faire, vous allez sur Facebook, mettre en ligne, puis trouver un local gratuit. Mais le plus dur, c'est d'amener les gens. Les gens à venir, comment les intéresser à venir. Ça, c'est toute une autre paire de manches. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'événements, comme par exemple, vous les voyez sur l'île de Montréal à l'appel. Il suffit juste de rentrer par jour. Là, si maintenant on va aller chercher, on va en trouver facilement une vingtaine pour aujourd'hui, là, à 18 ans. Ce qui fait que là, effectivement, la difficulté, c'est d'aller ramener du monde. Et même si tu leur donnes une thématique qui est intéressante, les gens, ils veulent venir, mais c'est pas dans l'ordre de priorité aussi, tu vois. On revient à l'ordre de priorité qui est très important pour les attirer. Puis même c'est jamais tout le temps compris. Même s'ils s'achètent leur billet, il y a des gens qui viennent pas. Qui viennent pas, ça c'est impressionnant. Et c'est pas forcément parce que c'est un 10 ou un 20$. Parfois aussi des événements à $300 et les gens ils viennent pas. Ça m'a comme oh my god. Si je paye 350, ça c'est clair que tu vas me voir des minutes. L'enjeu c'est vraiment d'amener les gens, mais justement pour ça. Je pense que de bâtir une présence en ligne, puis pas juste pour annoncer ton événement, mais juste la personne, un brand, une marque personnelle, je pense que déjà là, les gens vont te connaître, ils vont dire peut-être je vais me pointer à son événement, parce que je vois qui fonctionne. Moi, ça marchait. Moi, ça marche, ça fait déjà 2-3 ans que je vis des choses. Mais pour les gens qui n'ont pas de présence nulle part, qui veulent faire un événement, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
Peut-être de commencer à travailler sur la communauté. Okay. Parce que là, si tu n'as pas de communauté, effectivement, ce serait un peu difficile d'avoir salle pleine dès la première fois, mais tout se construit. Tu sais, même un événement à 4 invités, c'est pas un événement raté parce que tu auras impacté 4 personnes. 4 personnes, c'est... Parfois aussi, c'est une question de qualité. Parce que là, par exemple, dans mes événements, je vais dire la vérité. Je ne veux pas que ça soit trop de monde. Okay. Moi, un 40-50, je trouve ça vraiment bien. Pourquoi? Parce que tu peux faire le tour. Ouais, tu peux faire le tour. Par contre, quand c'est trop de monde, tu ne sais pas vers quel groupe y aller et ça ne va pas être vraiment pertinent, il n'y aura pas la qualité. Okay. Alors que si c'est une communauté privée, là, tu auras la chance de parler un peu plus, tu peux genre connaître la personne, connaître vraiment ses services, savoir comment l'aider. Surtout, en plus, moi, je suis plus dans l'option, quand je fais un réseautage, c'est vraiment essayer de connecter les gens, essayer d'apporter un plus. C'est pas juste on est là pour raconter notre vie tout simplement, mais il faut qu'il y ait une finalité. La finalité, c'est que les gens en sortent avec quelque chose sous la main. Que ce soit un futur partenaire, que ce soit un service qui va être offert de qualité. Mais c'est ça, c'est pour quelqu'un qui veut commencer à faire des événements, il faut qu'il ait une valeur ajoutée. Tu sais, si tu veux faire un événement de réseautage, oui, on a 36 000 sur l'île de Montréal. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi je vais venir à ton événement et pas à un autre? Et là, c'est ça. C'est là où ta communauté et ta valeur ajoutée va rentrer en jeu parce que toi, tu vas apporter ce que les autres n'apportent pas. Ça, il faut travailler sur ça aussi. La communauté, déjà, c'est déjà ton fan base. Fan club, là. Certainement, ils viennent, puis ça remplit ta salle au moins. Puis en même temps, c'est pas forcément les mêmes qui vont revenir aussi si tu donnes toujours la même chose. Il faut apporter aussi de la nouveauté à chaque fois. Est-ce que tu es prêt à ce challenge? Oui, c'est ça qui est... Parce que c'est un challenge. C'est pas une difficulté, mais c'est un challenge. Là, j'aime bien les termes qu'ils sont en train d'utiliser là maintenant. On parle pas de problème, on parle de solution. Juste à dire allô au monde qui est là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Laissez-nous savoir si tout est bon par rapport au son. Mehdi était là. Mehdi, Cassandra, il y avait des gens, c'est bien. Fait que, tu sais, avant de conclure les lives, moi, je veux savoir... Je vais tout le temps me rappeler seulement, une fois, ça allait sur LinkedIn, je vais sur mon feed. Là, je vois une vidéo de toi dans ton auto. Là, j'écoute la vidéo, puis qu'est-ce qui me fascine, c'est que je t'ai vu pleurer. Je pense que tu avais une mauvaise journée, honnêtement. Très mauvaise journée, vraiment mauvaise journée. Là, j'étais comme. Je regarde la vidéo, puis là, c'était triste, mais tu avais un message à apporter avec ton enfant, tout ça. Puis qu'est-ce qui m'a fasciné? C'était une des premières vidéos que je te voyais dedans, mais que le nombre de personnes qui est allé chercher avec cette vidéo-là, je ne sais pas comment tu as réagi parce que ça s'est propagé, c'était fou, hein, sur LinkedIn. C'était fou. Alors ça, c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir de LinkedIn et aussi du danger de LinkedIn. Vraiment, le pouvoir de LinkedIn, pourquoi? Parce que effectivement, c'était une vidéo un peu instantanée. À chaque fois, je me dis, je devrais faire des vidéos sur LinkedIn, mais je ne le fais pas. C'est pas par crainte d'apparaître derrière l'écran, parce que j'ai aucun problème par rapport à ça. Je peux même filmer à 4h du matin, j'ai vraiment aucun problème avec le physique. Mais c'est le fait que ça s'entretient. Est-ce que tu as le temps et l'énergie pour entretenir les commentaires des gens? Parce que si tu ne le fais pas, tu auras des gens déçus. Et ça, juste pour dire, la dernière fois, je suis allée à un événement, il y a une madame qui est super connue, elle m'a envoyé une invitation à laquelle j'ai jamais répondu. Parce que juste pour dire, là, j'ai plus de 400 invitations sur LinkedIn que je n'ai pas encore acceptées. Pourquoi? Parce que je ne veux pas accepter, je ne vais pas dire n'importe qui, mais je ne veux pas accepter tous les profils. Je veux accepter les gens qui vont être qui correspondent à ce que je fais. Et du coup, là, la madame, elle m'a dit, quand je t'ai envoyé une invitation, tu ne m'as pas répondu, j'ai été déçue, j'ai enlevé l'invitation. Je dis, mais sincèrement, j'ai plus de 400 personnes que je dois aller trier pour aller voir. Du coup, pour revenir à ma vidéo, là, cette vidéo-là, tu vois l'impact, là, c'était une de mes premières vidéos. J'ai eu 26 000 vues et plus de 300 likes. Et les commentaires, pareil, je crois à 180 ou quelque chose, les commentaires. Et les commentaires, au début, je répondais. Et au bout d'un moment, j'étais dépassée parce que j'en avais vraiment. Plus tu réponds, plus tu as du monde qui va te voir et plus de monde qui va aller. Et j'ai eu, je crois, peut-être 300 invitations. Juste avec cette vidéo. Juste avec cette vidéo. Là, quand j'ai vu les statistiques, j'étais là.
Oh my God! Ouais, c'était. Et c'est là où je me suis rendu compte, c'est tellement facile pour moi aussi. Ouais. C'est vraiment facile parce que je sais que je suis tellement vraie que j'impacte. Okay. Parce que là, la vidéo, quand je l'ai faite, j'avais hésité à la faire parce que je me suis dit, tu sais, pleurer devant. Mais c'est pas quelque chose que j'ai planifié de pleurer. Mais pour mettre le contexte en plus, pour que les gens qui nous écoutent, c'était quoi vraiment les messages que tu veux passer? Le message, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as l'intention, tu te dis que oui, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je vais gérer mon temps, je vais avoir plus de temps pour ma famille, je vais me réveiller à 10 heures. Et au final, non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'était un samedi matin où j'avais un rendez-vous à 10 heures très important. Je pouvais pas reporter parce que parfois, tu sais, quand c'est des rendez-vous et quand c'est des gens que je connais parce que ma fille, elle ne va pas bien ou autre, je peux reporter. Ouais. Ce jour-là, il n'y avait pas possibilité de reporter. Il fallait que je sois à 10 heures là-bas. Du coup, là, ma fille, moi, je ne sors jamais, et même à la garderie, je la laisse jamais en pleurs. Okay. Ça, c'est une règle pour moi. Okay. Je ne la laisse jamais en pleurs. Okay. Je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme et qu'elle soit bien, qu'elle me dise au revoir, qu'elle me fasse un bisou pour partir. Okay. Et ce jour-là, j'ai pas eu mon bisou et j'ai pas eu. Quand je suis sortie de la maison, je l'entendais pleurer de l'autre côté. Et là, je vais recommencer à pleurer. Tu n'aurais pas dû Non, mais c'est important. Ouais. Je sors, je l'entends encore pleurer, et là, je rentre dans l'ascenseur, elle pleure encore. Mon mari n'arrivait pas à la calmer. Okay. Et c'est très rare que ça arrive. C'est que ce jour-là, elle avait besoin, tu sais, parce que les enfants, il y a des jours, ils ont besoin de toi un peu plus que les autres jours. Et ce jour-là, elle avait besoin de moi et je n'étais pas là. Du coup, là, je suis rentrée dans la voiture et tout le chemin, d'habitude, moi, j'aime bien écouter de la musique parce que c'est un de mes moyens de remonter le moral et de me mettre dans le mood. Ouais. J'ai essayé d'entendre de la musique pour me mettre dans le mood. Et là, j'entends de la musique, j'essaie, mais mon esprit, et j'entendais encore pleurer dans ma tête dans la voiture. Oui. Et là, il y a une chanson triste comme par hasard. Oh, je l'aime bien, c'est pour la méditation, tu vois, la musique qui passait à ce moment-là. Par coïncidence, là, genre, je l'entends, et là, mon cœur, mais vraiment, m'a fait tellement mal que je me suis dit, il faut que je partage ça. Okay. Pour moi, c'était comme une obligation. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment comme une obligation que je partage ça dans les réseaux sociaux pour ouvrir les yeux aux gens qui croient au peuple. Mais qui croient vraiment encore que l'entrepreneuriat, je fais et je chill. Ouais. Non, tu chill pas. Parce que comme je disais, tu seras obligé de te réveiller, tu seras obligé de te laisser, tu seras obligé de travailler un samedi soir, tu seras obligé de travailler un dimanche. Et là, j'ai fait la vidéo et il y avait la même musique, je l'avais laissée exprès. Et comme je disais, je n'avais pas planifié de pleurer. Et là, les larmes ont commencé à couler. Et là, quand ils ont coulé, tu sais, genre, je me suis dit, est-ce que je vais la publier? Je vais pas la publier parce que c'était pas un live. Je la publie, je la publie pas, je la publie. Après, je me suis dit, regarde, tout le monde pleure. Pourquoi on est obligé de se cacher? Pourquoi on se dit, ouais, je dois être fort? Non, non. Pourquoi est-ce que je suis obligée d'être tout le temps forte? J'ai le droit d'être faible et tout le monde est faible. Ouais. Et là, sincèrement, j'étais vraiment étonnée. J'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages en privé où ils m'ont écrit, des hommes aussi. C'est même à moi, je pleure. Des hommes. Et en plus, juste pour préciser pourquoi c'est important, des hommes maghrébins. Va voir un homme maghrébin qui pleure. Ils m'ont écrit des messages privés pour me dire que Selma, merci pour ta vidéo. Et sincèrement, pour te dire la vérité, même moi, je pleure. Et j'ai pas eu juste un seul message. J'en ai eu plusieurs hommes maghrébins qui m'ont écrit ça. Mais ce qui est vraiment courageux et fascinant, c'est que c'était des vidéos sur Facebook, ça petit émotionnel, ça marche très bien, le contexte est là, mais quand quelqu'un arrive avec une vidéo de même sur LinkedIn, que beaucoup de gens pensent que c'est une ouverture des contacts, oui, ça l'est, ça a encore un impact plus profond, parce que les gens ne s'attendent pas à cette trucs. Ils ne s'attendent pas à ça, exactement. Ouais. Et là, tu vois, genre quand je l'ai publié, les gens que je connais qui sont très proches, ils m'ont appelé personnellement au téléphone. Celle-là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et là, pour dire, en plus récemment, il y a eu une entrepreneur qui est morte, qui s'est suicidée, ce qui fait que tout le monde en a parlé. Et du coup, là, genre, comme c'est devenu un peu sensible, la santé mentale. C'est maintenant le sujet actuel qui est vraiment un sujet d'actualité. Du coup, là, j'ai eu vraiment beaucoup. Il y a des coachs que je connais, il y a des profs que je connais et tout, qui m'ont appelé personnellement pour me dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es sûre ça va? Non, ça va, super bien. C'est juste, c'était un moment de faiblesse. C'était juste un moment que j'ai partagé parce que ça fait partie de notre quotidien. Ils n'arrivaient pas à me croire. Ils avaient vraiment peur pour moi. Non, c'est pas une vidéo, c'est celle-là, tu sais, genre, c'est pas... Ah non, mais l'autre personne, elle disait ça, tu sais, genre comme... mais la vidéo... Ils avaient vraiment... C'est là qu'en fait, que j'ai... Je pense qu'on s'était parlé avant, mais c'est là que je t'ai vu pour la première fois, parce que cette vidéo... Elle t'a impacté? Elle a impacté beaucoup de gens seulement, pour être honnête, puis c'est un exemple
en 2019 et 2020, parce qu'on ça s'en vient, c'est que LinkedIn est une très bonne plateforme qui pourrait amener, dépendamment de vos buts, qui pourrait amener quand même une grande visibilité si c'est bien fait. Moi, je t'ai vu là, puis tu as dit que 400, 300 invitations, puis il y a des gens qui t'ont contacté. Je ne sais pas si ça t'a amené de la business. Sincèrement, non, parce que c'était plus personnel. Ouais. Mais pour la business, non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça qui apporte la business. Moi, Okay. je trouve que c'est pas ça. Pour la business, ça serait plus les messages que j'envoie en privé. Okay, ou que les messages qu'on m'envoie en privé. Ouais. Parce qu'on sait ce que je fais ou des choses comme ça. Mais sinon, des publications, étant donné, comme je te disais, moi, LinkedIn, ça fait quoi? Genre 6 mois que je suis en train vraiment de le rentabiliser. Ouais. Ça fait comme 2-3 mois que je me suis abonnée à l'abonnement premium. Là. Ah ouais? Ça fait vraiment pas longtemps. Okay. Vraiment pas longtemps. Et c'est là où je me suis dit, le pouvoir de l'ennemi est énorme. Oui. Sur tous les sens, si tu sais bien l'utiliser. Comme par exemple, il y avait un post que j'avais publié aussi. Celui-là, pareil, 100 000 vues. Je me suis dit, seulement 100 000 vues. Genre rien à voir, tu sais, parce que je suis pas quelqu'un qui publie énormément. Okay. Et celui-là, c'était pourquoi? Parce que je parlais des boss. Tu sais, il y avait une sorte de phrase que, tu sais, si on change de métier, c'est pas parce qu'on n'aime pas le métier, c'est à cause du boss. Dans ce cas-là, j'ai écrit, parce que c'était en anglais, du coup là, j'ai écrit, vous, quel type de boss vous aviez. Mon premier boss, il était horrible. Je m'en rappelle, oui. Mon premier boss, moi, il était horrible, tout simplement horrible. Je crois que c'est le pire boss qu'on peut avoir durant toute sa vie. Quand on commence à travailler, j'avais 22 ans seulement. Okay. Du coup là, je ne vais même pas rentrer dans les détails tellement c'était horrible. Ouais. Juste sentir son pas faire dans le couloir, j'avais les palpitations. J'avais le cœur qui palpitait. Tant que ça? Ah non, c'était horrible. Du coup, là, pour dire, j'avais une très mauvaise expérience. Et du coup, quand j'ai changé de travail, même mon deuxième, pareil, c'était pas vraiment le top, mais il y avait beaucoup de dictature derrière, il y avait beaucoup de sexisme derrière, il y avait, tu sais, tous ces tabous-là. Je ne vais pas ouvrir cette porte-là. Ouais. Mais c'était vraiment très difficile. Et de pouvoir... ça te développe un peu comme un complexe. Après, dès que tu as un supérieur, peu importe son niveau, peu importe même s'il est gentil, tu développes une crainte. Une crainte, oui. Tu vois, c'est comme un peu si tu es un enfant battu, même si je te fais ça pour te saluer, tu vas le croire que tu vas. Tu sais, ça sera un réflexe. Du coup, là, à chaque fois que j'avais des rencontres avec des supérieurs hiérarchiques, j'avais des palpitations au niveau du cœur et j'avais vraiment du mal. Tu vois, cette autonomie, cette confiance, elle disparaissait. Hein? Oui. Pourquoi? Parce que j'avais développé des complexes à cause de ces histoires. Jusqu'à maintenant, ce qui c'est maintenant. Non, maintenant c'est. Tu as passé par-dessus. Non, j'ai passé par-dessus, heureusement. Pourquoi? Parce que, mais tu vois, je ne suis pas passée par ça parce que je suis une superwoman. Non, c'est parce que j'ai eu des personnes qui étaient extraordinaires. Okay. Et là, je vais mentionner même un de bien aimé, c'est un de mes ex-responsables ici au Canada, à Montréal. Lui, pour moi, c'est le top de tous les responsables que j'ai pu avoir tout au long de ma vie. Et du coup, là, c'est comme lui, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas un responsable, c'était pas un boss. Okay. Lui, c'était un gestionnaire, c'était un manager. Un manager. C'était le sorte de, c'est pas tu le fais, on le fait. On le fait. Et ça, oh my god, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Okay. Ça, j'ai adoré. Et c'est à partir de là, comme j'ai commencé à développer un peu, à me sentir un peu plus à l'aise. Et même avec le temps, tu mûris. Et tu te rends compte aussi, parce que tu as plus de bagages, tu te comportes différemment. La Salma de 22 ans et la Salma d'aujourd'hui, je ne sais pas si mon âge, la Salma d'aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Okay. Du coup, là, tu apprends de tes expériences, tu apprends aussi à connaître les gens. Tu peux même, avec leur regard, tu peux les situer. Ouais. Ça, c'est de l'expérience, c'est avec l'âge que tu Mais ça, c'est avec l'expérience, puis c'est très bien que tu es passé par-dessus. Puis en plus de ça, c'est fascinant que tu partages toutes, on va dire, ces faiblesses. Surtout sur LinkedIn, parce que c'est plus des faiblesses que d'autres choses. Exactement. Mais c'est ça qui va chercher les gens, puis justement, je suis sûre que jeudi, tu vas en parler de ça. Exactement, je vais parler de ça, et même je vais dire, mon mari n'arrête pas de me dire, seulement, il faut que tu publies, parce que ce que tu es en train de dire, les gens, ils vont jamais avoir le courage de le dire. Ouais.
Elle m'a dit, tu vas aller chercher une liste, mais je lui ai dit, j'ai pas envie d'être la personne qui va se plaindre. Elle m'a dit, non, tu n'es pas en train de te plaindre, tu es en train de partager, tu es en train de dire ce que les gens ne disent pas tout haut. Du coup, là, peut-être ça va venir, je sais pas, je n'ai pas encore décidé, vous allez me le dire peut-être, de faire peut-être des publications par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de tabous, et il y a beaucoup, comme tu dis, de faiblesses qu'on cache, et les gens ne savent pas. Du coup, quand ils vont plonger, mettons, dans l'entrepreneuriat, ils vont se rendre compte, ils vont se dire, oh my god, si je l'avais su. Parce qu'on dit toujours tout ce qui est beau. Tu sais, comme par exemple les entrepreneurs, quand on va aller à des événements d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'événements où on parle de persévérance, on parle de courage. Oui, c'est bien beau tout ça, et je le sais. C'est pour ça que là aussi, une des priorités de LinkedIn Local Montreal Women, c'est vraiment de raconter ces bad expériences. C'est les moments où tu étais au plus bas, qu'est-ce qui t'a permis d'être plus fort et qu'est-ce qui t'a permis d'avancer. Quelles sont les erreurs que tu as faites que tu ne veux pas que les autres refassent. Genre, ces affaires-là, en fait, c'est comme si le behind de la scène, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est ça que tu veux mettre de l'avant. C'est un peu comme... Puis je pense aussi, sincèrement, que de plus en plus de personnes, on parle de vulnérabilité. Vulnérabilité. Oui, c'est ça. Authenticité. Je pense que c'est des qualités, surtout sur les réseaux sociaux, qui sont très, très, très appréciées. De savoir qu'il y a des gens qui... Parce que les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que c'est ouvert, c'est partout, les vidéos se partagent. Fait que déjà là, de te mettre dans une situation comme ça, de savoir que les gens vont te voir avec leurs critiques. Des fois, il y en a qui critiquent. Il y en a qui, même quand tu es vulnérable, faible, ils vont critiquer. Mais de savoir qu'il y en a beaucoup qui vont t'encourager. Tu vas toujours trouver des personnes qui vont trouver quelque chose à dire. De toute façon, il y a un proverbe chez nous qui dit de toute façon, il faut plaire à tout le monde, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Du coup, si tu as un impact, comme là, la vidéo de lorsque j'ai pleuré, c'était une madame qui m'avait écrit, ça j'ai adoré, ça je ne l'ai pas mentionné, mais je le mentionne. Sa fille, et c'est une madame, elle est allée récupérer sa fille de l'école. Sa fille, elle a 8 ans. Elle la récupère et sa fille, elle avait passé une très mauvaise journée. Elle lui a tendu le téléphone et elle lui a montré dans la vidéo. Et du coup, là, la fille, elle était comme soulagée. Oh, ok, il n'y a pas que moi qui ai eu une mauvaise journée. C'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont une mauvaise journée. Et quelques jours après, j'avais pris du temps pour lui répondre malheureusement parce que j'avais mis 150 commentaires, machin et tout. Et là, à un moment donné, genre, je lui réponds et elle m'a dit, je lui réponds sincèrement, tu as fait ma journée parce que si j'arrive à impacter une seule personne, pour moi, c'est bon, tu as fait mon année, c'est même pas juste ma journée, j'ai impacté une personne. Du coup, là, elle m'écrit, tu sais que depuis des jours, ma fille, elle attendait ta réponse. J'étais là comme, oh my god, mais c'était trop mignon. Ben, salut à tout le monde qui ont regardé le live. Je sais qu'il y a quelqu'un en ce moment. On était avec Selma, conférencière de cette semaine, le 19 septembre. Et pour ceux qui veulent venir, je vais mettre les liens sur les commentaires. Puis honnêtement, c'était une très bonne discussion. Tu sais, moi, j'allais continuer à parler avec vous. Ouais, des heures. C'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, il faut me canaliser. Si tu ne me canalises pas, là, je... Non, mais surtout parce qu'on a... On doit vider la salle. On doit vider la salle. Puis, écoute, moi, je crois que sincèrement qu'il devait y avoir de plus en plus de femmes qui... Que ce soit de tous types différents qui se mettent sur les réseaux sociaux, comme toi, comme tu le fais, Samantha Chris aussi qui va être là à l'événement. Exactement. Le 19. Woman Power. Woman Power. Des backgrounds différents, mais tout le temps avec une mission d'encourager les femmes et aussi les hommes, parce qu'il y a des hommes qui veulent encourager les femmes, qui veulent mettre les femmes en avant. Fait qu'il faut tout le temps penser à ça, mais merci Selma. Ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas de prendre vos billets pour le 19 dans 2 jours. Je vais mettre les liens dans les commentaires. Puis merci à tous ceux qui ont regardé le live. Et vous aurez le droit de ramener des tomates pour me les jeter dessus. Genre pour dire stop. Hey, stop! Arrête, c'est bon, t'as trop parlé. Merci Selma, merci. Ça me fait vraiment plaisir, Hugo. Allez tout le monde, à la prochaine. On se voit jeudi. Jeudi, le 19 de 18h à 22h. Vous aurez 1 heure supplémentaire extra pour le réseautage et il y aura même des cadeaux. Oui, il y aura des cadeaux, mais il faut être là. Ouais. Bye bye. Bye.